Bonjour à tous, bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, on va parler de grève dans les écoles, de changement de bourgmestre à Forêt, d'auditions autour de la question de la neutralité dans les services publics, mais aussi on va parler du thème de la participation parce qu'à mes côtés, il y a deux experts un petit peu atypiques. Ce sont deux personnes qui n'ont pas encore une grande expérience, mais qui ont beaucoup de curiosité et qui étaient le week-end dernier au Parlement bruxellois. Bonjour Mathilde Soif, bonjour Brice Ellings. Vous avez participé à ce panel citoyen jeune où on a réfléchi sur l'Europe, l'avenir de l'Europe. Alors ça, on va en parler un peu plus tard dans cette émission. Mais pour commencer, je vais vous demander, Mathilde Soif, vous êtes étudiante en droit. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire cette plongée en politique le temps d'un week-end ? De base, je ne suis pas spécialement engagée dans un parti politique spécifique, mais depuis toujours, je me considère comme une citoyenne intéressée et je me sens concernée par ce qui se passe autour de moi dans la société. Et quand j'ai vu l'opportunité passer sur Facebook, je me suis dit, je vais m'inscrire, ça peut être une chouette expérience. Et en effet, c'était vraiment extrêmement enrichissant de pouvoir échanger pendant 2 jours avec d'autres citoyens bruxellois issus de tout horizon à Bruxelles. Brice Ellings, vous êtes en réto, pas besoin d'attendre d'être aux études pour s'intéresser à la politique. Non, en effet. Et ensuite, concernant en fait ce panel citoyen, c'était donc tourné exclusivement vers l'Europe et c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je trouve vraiment que l'Union européenne a un potentiel et pouvoir y participer à mon niveau de citoyen, je trouvais ça intéressant et on a pu du coup participer à vraiment un débat démocratique et voir à quoi ça ressemblait. Et donc voilà, je ressors grandi. Eh bien, on en parlera tout à l'heure. Avant ça, on va attaquer avec l'actualité de cette fin de semaine. Jeudi, il y avait une grande manifestation du secteur de l'enseignement. Plus de 5000 personnes étaient rassemblées devant le cabinet de la ministre. Je vous propose de regarder ce reportage de Bernard Denuy, Béatrice Broutou et Stéphanie Mira. On se croyait presque dans un stade de football ce matin, place Surlet-de-Choquier. Mais les 5000 manifestants entassés devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles étaient bien là pour défendre l'enseignement en communauté française et demander un réinvestissement dans l'école publique. Il n'y a pas d'argent pour acheter des PC pour les élèves. Les détecteurs de CO2, on n'en a pas. On doit tout payer nous-mêmes. Le masque qu'on porte, le matériel. Il y a des différences aussi entre les niveaux, maternelle, primaire, secondaire. Et donc voilà, on a besoin de moyens et on ne nous les donne pas. Les enseignants sont épuisés, notamment parce qu'ils ne sont plus assez nombreux. La pénurie de personnel détériore la qualité du travail pédagogique. On nous bazarde des réformes qui ne font qu'alourdir les tâches et les enseignants n'enseignent plus en fait. Ils ont des classes bondées et ils ne savent plus enseigner. En 2 ans, le secteur de l'enseignement a été fortement impacté par la crise sanitaire. Les conditions de travail se sont détériorées, disent-ils. Le monde de l'enseignement a dû s'adapter constamment. L'enseignement à distance, les masques, les mesures, les circulaires qui tombent tous les jours, qui font qu'on doit tout changer. Une situation qui impacte parfois directement l'apprentissage des élèves. Le désir et l'aveuglement vont de pair. Aujourd'hui, les enseignants demandent une revalorisation de leur métier, être mieux considérés, notamment pour recruter du nouveau personnel et assurer un avenir de qualité à la profession. Une délégation syndicale a été reçue en fin de matinée par le gouvernement. Voilà, et cette délégation est ressortie assez déçue de cet entretien. Alors, Brice Ellings, est-ce que vous êtes encore à l'école, est-ce que vous percevez cet épuisement des professeurs ? Oui, quand même. D'une part, le changement en distanciel a été vraiment, pour certains de mes professeurs, a vraiment été compliqué. C'est-à-dire que ne jamais donner cours en distanciel et puis d'un coup, l'année passée, faire toutes des semaines en distanciel, c'est dur pour les professeurs et ensuite pour les élèves. Pour ma part, du moins, c'était beaucoup plus compliqué de suivre en distanciel. Le contact est vraiment essentiel pour un apprentissage de qualité, je pense. Et maintenant qu'on est revenu en classe, est-ce que vous avez l'impression comme ça de cet épuisement, de cette grande fatigue suite à ces années ? Oui. J'ai même des profs qui en parlent pendant les cours, qui sont vraiment exténués de leur travail. Ouais. Alors, Mathilde de Soif, les jeunes, ils ont plein d'attentes par rapport aux études.
Comment vous voyez les choses? Bah oui, justement, l'étude, c'est là où on est formé pour l'avenir. Justement, si je peux faire un lien avec le panel, on avait plein d'ambitions où on disait c'est à l'école qu'on doit apprendre plus, on doit nous apprendre à nous intéresser à la politique. Mais si justement, déjà maintenant, nos professeurs font comme ils peuvent avec les moyens du bord, ça va être difficile de mettre encore davantage de choses en place. Et la crise de l'enseignement n'est pas seulement liée à la crise du Covid, mais est bien plus ancienne que ça, et ça fait bien trop longtemps qu'on n'investit pas suffisamment dans l'enseignement, alors que les écoliers, ce sont eux l'avenir de demain. Donc c'est maintenant qu'il faut investir pour eux. Eh bien, on va parler de cet avenir avec nos deux invités politiques. Alors l'une sera prochainement bourgmestre en titre à Forêt, même si elle exerce déjà la fonction depuis de longs mois. L'autre est bourgmestre depuis 30 ans à Etterbeek, qui est aussi député. On reçoit Mariam El Hamidine et Vincent de Wolf. Merci de nous rejoindre. Prenez place. Alors, cette colère et cette fatigue des enseignants dont on parlait, vous vous y êtes confrontés dans les écoles communales. Comment est-ce que ça se passe, Madame El Hamidine? Bien, tout d'abord, merci de me recevoir. Donc moi je suis souvent en contact avec les enseignants. Je vais souvent les rencontrer, je vais souvent discuter avec eux. Nous avons appris ces préavis de grève et j'ai l'intention d'aller les rencontrer dans le courant de la semaine pour discuter avec eux de toute une série de choses et de ce qui s'est passé. Voilà. Monsieur de Wolf, est-ce que les communes peuvent faire quelque chose pour aider? Oui, je pense que oui, parce que, par exemple, l'une des revendications, vous savez que l'enseignement c'est compliqué en Belgique, il y a des réseaux différents, libres, subventionnés, etc., confessionnels ou non, officiels. Et donc, moi j'ai été confronté très vite sur Etterbeek avec quelques grosses écoles, dont le Paradis des enfants, il y a plus de 1000 élèves. Il y avait à l'époque un directeur totalement sous-payé, avec des responsabilités gigantesques. Et donc, on a pris à ma demande des mesures qui ont été pour l'ensemble des directions de les nommer, en plus de leur fonction de direction, comme surveillants d'études. Pourquoi? Parce qu'ils restent au-delà des heures normales de fonctionnement. Et comme ça, de manière légale et fiscalement et socialement correcte, on a pu les rémunérer complémentairement. On est l'une des seules communes à avoir fait ça. Et donc, ça n'existe pas dans le libre, ça peut se faire. C'est du bricolage, parce que la communauté française ne rémunère pas suffisamment son personnel. Et alors, nous, on a toujours contesté donc, le palais sur les Choquiers, là, qui a été construit à l'époque pour 1 milliard de francs belges, 25 millions d'euros, des divisions sans fin générales qui dirigent l'enseignement, une pléthore de fonctionnaires, mais une misère dans les écoles, une misère dans le fonctionnement, une misère quand il faut acheter des ordinateurs ou du matériel. Donc il y a une déperdition de moyens. J'avais fait une étude, moi je termine par là, entre la France et la Belgique. Quand on voit le nombre d'encadrements administratifs et techniques qu'il y a pour l'enseignement en communauté française par rapport à ce qui se passe en France, on met beaucoup trop d'argent dans ce qui n'est pas l'essentiel, c'est-à-dire les enseignants, les bâtiments et les élèves. Le problème fondamental, ce n'est pas le fait que la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, soit désargentée? Je crois que le problème, c'est que la communauté n'a pas mis les priorités là où il faut et que l'enseignement, je dis toujours, se battre pour un dossier, c'est bien, se battre pour un enfant, c'est mieux, et l'enseignement, c'est l'avenir de notre population, donc ça doit être l'essentiel. Un élément là-dessus? Donc moi je pense que c'est pas nouveau, que les revendications des enseignants, ça fait 11 ans à peu près qu'il y a des revendications. En fait, avec la pandémie, les choses se sont accélérées, et puis toutes ces mesures qui ont été prises, c'était vraiment la petite goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Mais je pense que les enseignants et les enfants ont besoin d'être soutenus, vraiment, vraiment.
Voilà, donc c'est un dossier qui va encore être suivi parce que je pense que d'autres actions pourraient avoir lieu prochainement. Je vous propose de partir, de prendre la direction de votre commune, Forêt. L'information est tombée mardi soir au conseil communal. Après 16 mois de congé de maladie, le bourgmestre de Forêt, Stéphane Roberti, a remis sa démission en ouvrant la porte finalement à votre nomination prochaine comme bourgmestre en titre, puisque vous assurez le poste depuis un moment. C'est fini l'entre-deux maintenant. Le jeu est clarifié, c'est quelque chose de positif pour la commune? Écoutez, ça fait 14 mois que je remplace M. Roberti depuis sa maladie. En fait, comme vous l'avez souligné, donc mardi au conseil communal, juste avant le conseil communal, il a donné sa démission. Maintenant, il y a encore tout un processus à suivre. Donc, chez nous, chez Écolo, il y a une AG qui va avoir lieu le 23 février. À ce moment-là, il va y avoir, après la nomination au niveau de notre AG Écolo, il va y avoir un acte de présentation qui va être remis par la secrétaire communale. Et les choses vont suivre leur cours. Parce que vous devez être nommé bourgmestre et puis il faudra nommer un échevin aussi pour vous remplacer puisque vous êtes échevine pour l'instant. Oui. Avoir un chef d'équipe, M. De Wolf, qui est présent dans la commune, c'est quelque chose d'essentiel? Ça fait 30 ans, vous, je pense, que vous êtes... moi, ça fait 30 ans. En janvier, ça faisait 30 ans, puisque j'ai été nommé le 2 janvier 1992. J'étais fort jeune, donc voilà. J'étais le plus jeune du pays, je crois, à l'époque. Mais écoutez, c'est indispensable dans toute collectivité, dans toute entreprise humaine, c'est d'avoir là où le chef d'équipe présent sur le terrain. Alors moi, j'ai du respect par rapport à la maladie de M. Roberti, je veux dire... être en burn-out, il vaut mieux avoir une jambe cassée parce que c'est pas évident d'en sortir. Ça, c'est pas de souci. Par contre, je ne comprends pas. Je trouve scandaleux la situation, 16 mois, 14 mois, 1 an et demi, j'en sais rien, de traitement à temps plein, sans rien faire, sans aucun contact, sans aucune effectivité. Les citoyens ne sont pas traités comme ça, les fonctionnaires ne sont pas traités comme ça, on n'est pas au-dessus des lois. Donc moi, je vous le dis, je vais déposer une proposition d'ordonnance à Bruxelles, au Parlement bruxellois, pour que j'ai eu accès à la consultation qui était faite par les juristes, pour qu'on traite dorénavant les échevins et les bourgmestres de la même façon que les fonctionnaires. Nous sommes traités comme ça fiscalement. Donc si on est malade de longue durée et qu'on ne preste pas, alors on tombe sur la mutuelle, comme on dit à Bruxelles. Si maintenant on travaille en télétravail, on est accessible, on peut diriger par téléphone, c'est très différent. Mais quand on est complètement coupé du monde et qu'on n'a plus rien à décider dans le fonctionnement, qu'on ne prend plus aucune responsabilité, alors la charge n'est pas exécutée et donc la compensation financière ne doit pas être versée non plus. Et excusez-moi, qu'un parti comme Écolo, qui soi-disant est le chantre de la bonne gouvernance et de la transparence et laisser faire ça, je ne le comprends pas et je ne comprends pas que votre Assemblée n'ait pas traité ça beaucoup plus tôt. Donc là, vous parlez du fait que M. Roberti continue à toucher son salaire jusqu'à la fin de l'année dernière. Il y avait effectivement une consultation qui a été faite par la commune avec un discours, la région un autre. On est dans un vide juridique. On a consulté, on a fait une interview, je vous propose de l'écouter et après vous pourrez répondre. La nouvelle loi communale, elle ne mentionne rien quant à la perception d'un traitement pour un bourgmestre qui serait empêché pour raison médicale. Ça veut dire qu'il y a un vide juridique. La nouvelle loi communale, elle parle de ce qui se passe, comment est-ce qu'il est remplacé, mais on ne sait pas s'il peut ou pas percevoir son traitement. Et donc, avec ce vide juridique, c'est très difficile d'adopter une position tranchée. Et donc, je peux comprendre qu'il y ait des avis divergents et des interprétations divergentes de la nouvelle loi communale. Voilà, pour la remise au point un peu juridique. Quelle réponse donnez-vous à Vincent De Wolf ? La réponse que je dois lui dire, je dois lui donner, comme il parle de loi, et justement, je vais vous dire que la loi est là et qu'il y a un courrier qui a été envoyé par le ministre des Pouvoirs locaux disant que M. Roberti avait droit à son salaire. Et voilà. La loi a été appliquée par la secrétaire communale qui a versé, par l'administration, qui a versé le salaire à M. Roberti. Donc il y a ce courrier qui est là. Si vous dites qu'il faut clarifier les choses, eh bien allons-y. Mais jusqu'à présent, le courrier est là qui dit que M. Roberti devait toucher son salaire. Vous savez, je vais vous répondre par le terrain. J'ai été acheter un four à vapeur dans un grand commerce bruxellois. Tout le monde s'en fout, sauf que la personne qui me reçoit me reconnaît et dit « Dites, moi j'habite Forêt, vous trouvez ça normal ce qui se passe à Forêt? Moi je travaille, je suis payé, lui il n'est plus là depuis plus d'1 an, il est toujours payé, ça ne va pas. » Et donc ça, excusez-moi, mais Écolo est le chantre de l'éthique. Même quand on respecte les lois, on vient dire « Oui, mais non, ça c'est pas éthique. » Est-ce que vous trouvez
ma chère consoeur, que c'est éthique que vous n'ayez pas été payé comme bourgmestre, que lui ait été payé comme bourgmestre pendant 1 an et demi sans rien faire? Non, à l'évidence. L'analyse juridique auquel moi j'ai eu accès, qui était faite par un grand administrativiste du pays, conclut très clairement qu'il ne fallait pas, que c'est une erreur d'avoir payé le traitement et qu'il aurait fallu payer le traitement équivalent à ce que la mutuelle aurait payé. Je dis donc que je vais déposer, et très rapidement, au Parlement bruxellois, un texte pour que ce vide juridique soit comblé. Il y aura quoi dans ce texte? Il dira quoi? Il y aura dans le texte simplement le fait de dire que lorsque quelqu'un, d'une manière durable, au-delà d'1 mois, est totalement empêché de prester pour des raisons de maladie, la commune est obligée de payer l'équivalent de ce que paye la mutuelle pour un fonctionnaire dans la même situation, tout simplement. Donc, puisque vous parlez de loi, puisque vous parlez d'écolo, puisque la loi dit qu'il fallait payer un bourgmestre, vous demandez donc à Écolo de ne pas appliquer la loi, si je comprends bien? Je crois que vous n'avez pas compris, mais c'est pas grave. Bon, je pense que sur cet élément, on vous mettra pas d'accord, et c'est sans doute à cause du vide juridique dont on parlait tout à l'heure, où il y a différents documents. Quel est l'état d'esprit de la locale écolo? On a vu sur les réseaux sociaux pas mal de posts ces derniers jours de personnes assez outrées par rapport à la situation. Donc ici, on voit M. De Wolf outré dans un sens. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui? De la locale écolo? Oui. Eh bien, vous savez, M. Roberti était depuis très très longtemps en politique. Il était conseiller CPS depuis de nombreuses années. Donc, on lui doit quand même beaucoup. On lui doit le majorat Forêt. On est un petit peu triste que les choses se passent comme ça. Et puis, voilà, on lui souhaite le meilleur et on souhaite qu'il se rétablisse très très vite. Il n'a pas choisi cette situation. C'est la vie. Est-ce que la rocambolesque, on va dire, mise en place de cette majorité a durci un peu les positions entre majorité et opposition? On se souvient de cette soirée électorale assez hallucinante avec des retournements d'alliance et puis encore dans les jours suivants. Est-ce que c'est quelque chose ici qui a joué dans l'ambiance à Forêt? Pour certaines choses, peut-être oui. Peut-être oui, oui. Mais nous avons quand même, je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a eu ce moment-là qu'il n'y a pas de bon contact quand même avec l'opposition. Moi, j'ai quand même pas mal de contacts avec les personnes qui sont là. On se parle assez régulièrement. Donc, voilà, il y a eu ça, mais quand même. Ça reste tendu. Le maire demande le remboursement. Je vais ajouter quelque chose, et moi, je n'ai rien ni contre ma consoeur, ni contre M. Roberti. Je l'ai dit, et je le maintiens. Je n'attaque pas les personnes. Mais venir dire qu'on doit beaucoup, écolo, voulez-vous dire, exactement, doit beaucoup à M. Roberti parce qu'il nous a amené le majorat à écolo et que dès lors il méritait d'avoir son traitement, ça c'est scandaleux. C'est pas faire de la politique, ça. C'est pas être éthique. Mais c'est exactement ce que j'ai entendu. Il nous a amené le majorat à qui? À écolo. Il a amené le majorat à écolo. Ah si, ah oui. C'est en tout cas pas à nous qu'il a amené le majorat. On va enchaîner sur un autre sujet. Je vous propose, Monsieur De Wolf, je vous propose la séquence tête d'affiche. Je vais vous proposer 4 noms. Vous en choisissez un. Le premier, c'est le bourgmestre Philippe Claus qui interdit le fameux convoi des libertés qui est annoncé pour lundi. Le deuxième, c'est le ministre Vincent Van Quickenborne qui confirme travailler sur une loi casseur. Ensuite, le judoka Thomas Nikiforov qui s'est offert l'or en moins de 100 kilos ce dimanche à Paris. Et puis Brigitte Meus, la directrice de Tropisme qui est décédée. Qui choisissez-vous? C'est compliqué parce que les 4 choix sont pertinents, mais je vais choisir Philippe Claus pour divers motifs. Parce que d'abord, je m'entends très très bien avec lui, que bien s'entendre avec ses collègues, c'est important pour l'harmonie de la gestion des communes, qu'il me téléphone pratiquement tous les week-ends, plusieurs fois par jour, ou le samedi ou le dimanche quand il y a des manifestations. On en est en amitié, oui, mais indépendamment de ça, il ne téléphone pas pour dire bonjour, il téléphone parce qu'il est au centre de crise et qu'on gère ensemble les manifestations. Je soutiens sa demande au niveau de la loi anti-casseurs. Je veux dire que le droit de manifester est un droit intangible de la Constitution qu'il faut maintenir. Mais ceux qui en abusent pour taper sur la police ou pour casser tout ce qu'ils peuvent casser dans la ville, eh bien, c'est normal de leur interdire temporairement ou plus longtemps le droit de manifester. En ce qui concerne, et j'ai fait un tweet là-dessus, le fait d'interdire aux camions de venir paralyser Bruxelles, oui, je soutiens tout à fait cette mesure. Je ne dis pas qu'on va y arriver, je crois que ce sera difficile, mais il faut essayer de le faire.
Comment est-ce que vous voyez, vous, ces manifestations, cette manifestation de personnes qui, un peu sur le modèle de ce qui se passe au Canada, veulent venir pour marquer le coup à Bruxelles contre les mesures sanitaires? Là, par rapport aux mesures sanitaires, j'ai pas spécialement une opinion, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je trouverais ça très important de surtout maintenir le droit de la manifestation, peu importe le moyen. Évidemment, il faut garantir la sécurité, mais le fait de... Voilà, on a vu déjà d'autres fois où des routes ont été bloquées, je pense aux fermiers qui produisent le lait, etc. Et donc parfois je pense que si c'est ça leur seul moyen et un peu la dernière chance de vouloir faire passer un message et de réveiller les consciences, pour moi je pense que ça ne me dérange pas. Ouais, manifester, à Bruxelles il y a des règles, il faut faire une demande d'autorisation, etc. Mais manifester c'est un outil important. Oui, bien sûr, dans toute démocratie, c'est essentiel le droit de manifester. Mais concernant le convoi de la liberté, je trouve que non, c'est pas... Donc, si on comparait avec le lait, par exemple, là, c'est compréhensible, étant donné que voilà, ces gens n'ont pas assez de rentrée. Mais concernant le Covid et les mesures sanitaires, je trouve que c'est pas... Je suis pas d'accord avec ce qu'ils font, dans le sens où... Ça vous semble un peu excessif? Oui, voilà, exactement. Dans la manifestation, dans les moyens de la manifestation. Oui, et puis la capitale au Canada n'a pas été bloquée pendant style une semaine. Si. Voilà, je veux dire, si on se retrouve avec la même situation à Bruxelles, ce serait catastrophique. Ça serait compliqué. Très bien. Eh bien, on va prendre un petit peu de distance avec cette actualité, mais on reste avec vous parce qu'on va parler de ce panel citoyen. Le week-end dernier, il y avait 40 jeunes qui étaient au Parlement bruxellois, âgés, alors jeunes, c'est de 18 à 30 ans, donc ça donne quand même une grande fourchette. On réfléchissait là-bas sur l'avenir de l'Europe. En sont sorties 37 recommandations qui ont été discutées, débattues, qui seront transmises au Parlement européen, au Conseil et à la Commission européenne. Je vous propose de regarder ce petit reportage. Des jeunes bruxellois qui se réunissent autour de la table pour réfléchir à l'avenir de la démocratie européenne. C'est notamment le cas de Niad. À seulement 22 ans, elle a souhaité faire partie du projet. On est des esprits très différents avec des avis très différents et ça fait vraiment plaisir de pouvoir écouter un autre point de vue et entendre ce que les gens ont à dire et comment ils voient le monde et sortir un peu de cette petite bulle de je connais des gens qui pensent à peu près comme moi et en fait là j'ai appris énormément vraiment. Je suis venue ici, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai eu des échanges que j'aurais pas eu en temps normal. Durant 2 jours, ces 40 jeunes bruxellois ont donc débattu autour de 5 thématiques différentes en rapport avec la démocratie, le tout en situation réelle de séance plénière au Parlement. Les jeunes le disent aussi, si ça peut permettre aux institutions politiques de se rendre compte de ce qu'elles ont en face d'elles, de se rendre compte de qui sont ces jeunes. C'est super positif. L'initiative de ce projet vient des institutions européennes elles-mêmes, le but étant de solliciter les parlements régionaux et nationaux de chaque pays. Des propositions de recommandations ont été formulées et vont être envoyées aux institutions européennes. Reste à voir lesquelles seront acceptées. Voilà, alors ces recommandations, est-ce qu'il a été facile de se mettre d'accord? Pour la grande majorité, oui, étant donné que une des principales thématiques, c'était l'éducation. Et tout le monde était plus ou moins d'accord sur le fait de se positionner en Europe sur un récit européen. Étant donné que dans toute grande nation, il est nécessaire qu'il y ait un récit comme il y a aux États-Unis, en Chine par exemple. Et ça pourrait nous permettre de nous projeter en fait. Ouais. Et donc, ça, c'était un des sujets sur lesquels on était d'accord. Et puis, il y avait aussi, concernant le fait de pouvoir donner du pouvoir d'initiative législative au Parlement européen. Ouais. Ça, c'était aussi quelque chose qui a été retenu. Ouais, mais le fait de discuter ensemble, les discussions s'enrichissaient bien, oui. C'est quelque chose qui fonctionnait. Il y a un gros volet de participation citoyenne dans les recommandations que vous avez envoyées. Il y a une volonté, en fait, d'être entendu en dehors des élections aussi. Ça ne suffit pas d'avoir des représentants démocratiquement élus?
Ben oui, voilà, et que surtout qu'en tant que jeunes et jeunes adultes, on a notre mot à dire, on a un avis sur la situation, surtout que les lois qui sont adoptées, les mesures qui sont appliquées nous concernent directement aussi. Et donc, je pense qu'il y a une réelle envie auprès de la jeunesse de participer activement à la démocratie, que ce soit dans le cadre des votes, mais on a vu également, on a pu en discuter entre nous, qu'il y a moyen de participer à la vie politique, même en dehors des votes. Donc c'était très enrichissant. Ouais, ici, vous listez des dispositifs donc de participation divers, des panels, des tirages au sort, d'avoir toute une série d'outils en plus. Côté politique, on est réceptif à ces idées-là, où on se dit, bon, c'est un peu des gadgets à côté et c'est pas ça qui va faire changer notre travail. Monsieur De Wolf. Non, je crois que la vie, c'est un tout. Et j'ai aimé ce que vous disiez tous les deux. D'ailleurs, avant de venir, puisque je savais que vous seriez là, que c'était l'un des thèmes du débat, j'ai appelé M. Madran, qui a présidé les moments de vote et d'échange. Il m'a dit combien c'était chouette. Moi, j'ai présidé comme ça quelquefois des réunions parlementaires ou d'enfants ou de jeunes, d'adolescents, notamment à la communauté française à l'époque. Et je ne dis pas ça pour vous draguer, hein, mais honnêtement, je n'aurais pas su faire à votre âge ce que vous faites, quoi. Donc, moi, à l'époque, j'ai même vu des jeunes de 10 ans qui étaient informés sur plein de sujets, qui n'avaient pas peur de parler. Et vous, ici aussi, vous êtes détendus devant que les caméras, ce n'est pas votre habitude. Donc, chapeau. Et moi, je crois que c'est très enrichissant parce qu'il ne faut pas que les politiques soient déconnectés de la vie pratique et des jeunes. Et je termine par une question qui m'a été posée mercredi. J'avais rencontré, à l'initiative d'une ASBL, 15 jeunes de ma commune, de toute origine, de très diverses, etc., etc. Et ils m'ont posé la question, mais écoutez, est-ce que vous pensez que vous êtes encore capable de nous représenter? Est-ce que vous pensez que vous comprenez ce qu'on dit? Est-ce que vous essayez de comprendre au moins nos préoccupations? Et bon, j'ai répondu à la question, je crois qu'ils étaient contents. Mais ça montre qu'il y a un vrai besoin de dialogue direct avec l'élu. Et il y a beaucoup de préjugés, il y a effectivement, malheureusement, souvent un clivage, j'espère, je crois, beaucoup moins au niveau communal, mais entre les élus et la population qui croit toujours que nous, je ne sais pas, on a des privilèges, et puis on ne pense pas aux autres, et puis on n'essaye pas de faire notre boulot. Honnêtement, il y a beaucoup de gens en politique qui essayent de bien faire leur travail. Et par rapport à ces demandes d'avoir des outils en plus, ces panels, c'est quelque chose... Donc on a soutenu les commissions délibératives qui ont été votées... au Parlement, mais c'est pas ça qui va en un coup résoudre les choses. Je veux dire, c'est comme un chemin avec des petits cailloux, il faut en mettre plusieurs, et il faut le faire souvent, et il faut le diversifier, et il faut, vous savez, quand on est aux élections, on fait ce qu'on appelle des Tupperware. Hein. Donc on fait des réunions chez l'habitant qui invite des voisins, et on parle. C'est toujours passionnant, et les gens, quand ils viennent, ils sont contents après. Et moi, j'essaye de faire ça aussi en dehors des élections. C'est ça qui est intéressant. C'est d'avoir ce contact. Et d'aller sonner aux portes et de voir les gens en dehors des élections avec un discours qui est dès lors désincarné et pas intéressé par un événement à venir. Alors, ici, c'était sur l'Europe. Il y a des commissions consultatives au Parlement bruxellois, mais au niveau communal, est-ce qu'il y a aussi des demandes comme ça de participation? Oui. Justement, moi, je voudrais d'abord, je suis vraiment émerveillée de voir ces jeunes autour de la table et je suis vraiment contente de voir ce qu'ils défendent. Je les ai entendus tout à l'heure. Moi, à votre âge, comme disait Monsieur De Wolf, je n'étais pas comme vous à une table en train de parler de tout ça. Et franchement, bravo, quoi, vraiment. Et donc à Forêt, nous avons une consultation citoyenne. Donc nous avons un groupe de citoyens qui ont discuté durant un moment sur des projets. Donc ils ont discuté sur des projets. Ils ont présenté au conseil communal, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, un projet autour du climat. Donc avec des recommandations. Là, il y a un nouveau groupe justement demain qui va parler de la sécurité dans la commune, sous tous les angles. Et donc ce conseil citoyen est formé, donc il a été tiré au sort et nous le voulions avec des personnes de différents âges, de différentes origines, etc. Donc de différents quartiers de la commune. Et ils se voient régulièrement et ils portent au conseil communal et au collège certaines choses, certaines demandes et certaines revendications. Mais après, on s'en saisit, on en fait quelque chose réellement. Tout à fait, oui.
oui, bien sûr. Ça ne reste pas lettre morte. Ça ne reste pas lettre morte. Justement, il y a eu toute cette discussion autour du climat et qui a été portée au niveau de la commune et qui a été entendue par le collège et le conseil communal. Alors, dans les recommandations qu'il y a ici, il y en a notamment une qui est d'accorder le droit de vote aux élections régionales bruxelloises aux citoyens européens résidant sur le territoire de la région. Donc ça, c'est une demande finalement qui s'adresse plus directement à nos élus. Vous pouvez expliquer un petit peu la motivation ? Oui, personnellement, j'étais pas dans ce groupe de travail-là, mais j'étais très intéressée par la recommandation. Et c'est vrai que je me suis dit, à partir du moment où un résident européen est sur le territoire depuis un certain temps, il s'implique dans la vie quotidienne et puis dans cette idée aussi de plus d'uniformisation et d'union européenne. Je pense que certainement, ils ont des choses à dire et qu'ils peuvent avoir une influence aussi sur ce qui se passe. Oui. Vous voulez rajouter un élément ? C'était juste concernant le fait que c'était Bruxelles et donc que c'était la capitale de l'Europe. Et le fait que tous les citoyens puissent se sentir représentés, c'est essentiel parce que Bruxelles est un peu la vitrine de l'Europe. Oui. Symboliquement, c'est quelque chose d'important. Oui. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce qu'il faut étendre ce droit de vote ? C'est ça, vous me donnez une perche que je prends parce que je peux vous démontrer que j'ai déposé avec M. De Clipel au début de la législature passée une résolution demandant exactement ça. Exactement ça. Avec toute une motivation, disant que ça n'avait pas de sens, par exemple dans des communes comme Ixelles ou Etterbeek, où vous avez plus de la moitié de la population qui sont des Européens et qui ne peuvent pas voter pour la région. C'est ridicule. Donc moi j'ai déposé un texte que j'ai signé, que j'ai fait voter, mais que la majorité a refusé de voter, de crainte que ça ait des conséquences électorales. Voilà, chacun balaye devant sa propre porte. Mais moi en tout cas, j'ai déposé ce texte déjà il y a 7 ans. Il a été rejeté par le Parlement bruxellois de l'époque, mais donc je soutiens totalement cette notion, d'autant plus que je rappelle que les compétences des communes et les compétences de la région sont en miroir, c'est les mêmes compétences, propreté, urbanisme, travaux, etc. Et donc que ces gens puissent s'exprimer et faire des choix, alors que nous, les politiques, on gère leurs intérêts. On ne les traite pas comme des fonctionnaires, ou des fonctionnaires européens ou des Européens qui n'ont rien à dire, mais non, ce sont des citoyens évidemment comme les autres, et on nettoie les rues pour eux, et on défend leurs intérêts et on répond à leurs demandes, donc ça n'a pas de sens qu'ils ne puissent pas juger les élus en pouvant voter, notamment au niveau régional. Oui. Même chose pour les résidents non européens. Pour les résidents non européens, la résolution ne le prévoyait pas, mais vous savez qu'au niveau communal, c'est M. Louis Michel qui avait fait changer les choses, qui avait déposé une loi. Donc je crois que c'est plus complexe au niveau comment je vais dire, non européen, parce qu'alors il faut prévoir, je pense, une réciprocité. Si on fait une réciprocité par rapport au pays d'origine, moi j'ai pas de souci avec ça. Et il y a quand même un concept au niveau de l'Europe d'intégration et de citoyenneté qui est différent et qui est plus proche. Je rappelle qu'au niveau communal, c'était Louis Michel qui l'avait fait et ça a été voté, ceux qui ne sont pas ni belges ni européens peuvent simplement par une déclaration à la commune être acceptés pour voter aux élections communales. Sur ce droit de vote élargi aux Européens et même non européens. Eh bien, j'allais dire à M. De Wolf, quand il parlait des Européens, que sur ce point, on est d'accord. Mais moi, je serais pour élargir à tout le monde, parce que toutes les personnes qui vivent en Belgique, qui sont nées en Belgique, ou qui viennent d'ailleurs, pourraient voter parce qu'ils participent à la vie de la Belgique. Alors, encore une petite réaction. On parlait de participation. Les jeunes se sont vraiment illustrés il y a 3 ans par les manifestations climat. On les a vus revenir semaine après semaine dans les rues. C'est ce genre d'outils, c'est important pour vous ? Les marches pour le climat, oui, c'était très important. C'est là vraiment la jeunesse s'est pas réveillée parce que je pense qu'elle l'était déjà, mais c'était vraiment le cri du cœur de dire maintenant il y en a assez, il faut que ça change. Après le bilan, 3 ans après, je pense qu'une large majorité des jeunes se disent qu'ils n'ont malheureusement pas été entendus ou pas assez parce que les mesures ne sont pas encore assez concrètes et assez courageuses. On a eu le rapport du GIEC qui a été rendu il n'y a pas longtemps, qui a malheureusement dû ressonner encore une fois la sonnette d'alarme en disant que vraiment là on était face au mur et que donc voilà maintenant je pense que les jeunes ils attendent vraiment un véritable changement systémique, pas juste des mesures par-ci par-là, mais vraiment
retourner à la base et tout ça changer. avance. Oui. Voilà, alors ça c'est pour le futur. On va jeter un petit regard sur le passé avec le thème de la décolonisation. On en parle beaucoup pour l'instant de cette décolonisation de l'espace public. Elle revient sur le devant de la scène. En région de bruxelloise, on va voir une petite image. Il y a plus de 70 statues, voiries ou sites qui font clairement référence. Alors qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut enlever ces statues? Est-ce qu'il faut mettre une pancarte à côté pour contextualiser? Est-ce qu'il faut les mettre dans un musée, créer un musée? Voilà, il y a pas mal de questions là-dessus. Pour vous, c'est un débat important, Brice? Oui, tout à fait. Mais une des choses essentielles, je pense il ne faut surtout pas supprimer toutes ces statues, tout ce passé, parce que de toute façon, on devra vivre avec. Ça fait partie de notre histoire. Et je pense que par exemple, l'idée des plaques explicatives avec toute une contextualisation, c'est intéressant. C'est intéressant et c'est quelque chose à prendre, je pense. Vous voulez réagir? Là, pour le coup, moi, je suis pas du tout d'accord, mais ça montre que même entre jeunes, on peut avoir des débats très intéressants. Pour moi, je pense que le mouvement des déboulonnements des statues, en fait, c'est le reflet de notre échec collectif de la société à lutter contre le racisme. Et je peux totalement comprendre que quand une personne noire se balade dans les rues de Bruxelles et croise partout autour de lui des bouts d'histoire qui faisaient de lui, qu'on autorisait à faire de lui un objet, c'est pas une bonne manière d'aborder la société, que l'espace public est pour tout le monde, qu'on a besoin de héros qui nous rassemblent plutôt qu'ils nous divisent. Et voilà, donc je ne suis pas contre pour qu'on efface l'histoire, mais l'espace public n'est pas censé rester figé, il peut évoluer et c'est nécessaire pour une réparation collective de ce qui s'est passé dans le passé. Alors, la région a lancé un groupe de travail là-dessus, dont les conclusions seront connues dans les prochaines semaines ou prochains jours. À Etterbeek aussi, mercredi, il y avait une première commission qui a été lancée. Alors, on parlait de participation tout à l'heure. Il y avait des citoyens, je vois 20 personnes de plus de 16 ans, 10 élus, 2 experts. C'est quoi son but? On en fera quoi? Donc, c'est une volonté qui était la mienne. J'ai proposé ça au collège, unanimement, ça a été voté. C'est de la participation directe avec les citoyens. Donc, on a écrit à 600 personnes qu'on a sélectionnées en fonction des âges, des genres et de la géographie pour que toute la commune soit représentée. C'est un échantillon statistique suffisant, 600 personnes sur Etterbeek. On a tiré au sort avec une proportionnalité inversée, c'est-à-dire 20 citoyens, 10 politiques, entre guillemets, mais des politiques de base, c'est-à-dire des conseillers communaux. Dans le texte, on a indiqué que si on était bourgmestre, échevin, mandataire dans des fonctions, président de CPS, etc., on n'était pas éligible. Et les membres du collège peuvent assister aux réunions, mais ne peuvent pas intervenir a priori, ils peuvent être entendus, ils ne doivent pas peser de leur poids dans la délibération. L'idée, c'est quoi? C'est Etterbeek est en fait la commune la plus coloniale du pays. C'est historique, on n'y est pour rien. Il y a beaucoup de traces, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, parce qu'il y a les casernes qui existaient, Rollin, Charrois, caserne de gendarmerie, les boulevards militaires, etc. Et donc, il y a eu énormément de rues et de statues et de bâtiments qui ont été baptisés durant cette période, 1880, 1900 et pas beaucoup. Et donc, on a fait des balades décoloniales à l'initiative des chefins de la commune. Et ici, l'idée, c'est... Moi, je suis un peu à mi-chemin entre vous deux par rapport à ça. Je pense qu'il faut avoir du respect et faire les choses avec calme et sérénité, qu'il faut demander l'avis de la population, qu'il faut les associer, se faire cadrer par des experts. Moi, je ne connais pas parfaitement bien l'histoire coloniale, je la connais, mais donc je crois que c'est idiot de vivre dans une rue qui porte un nom sans savoir qui était cette personne. Et si cette personne avait un profil controversé, elle a fait du bien, elle a fait du mal, eh bien il faut contextualiser. Il faut mettre un écrit en dessous qui explique qui était la personne, ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de mal. Mais il faut faire aussi un effort, je crois, de pont entre les générations. Parce que qu'aurions-nous fait, nous, qu'auriez-vous fait, vous, il y a 150 ans? Est-ce que vous auriez participé? Est-ce que vous auriez contesté? Et par rapport à votre position que je respecte, mais que je ne partage pas tout à fait, je crois qu'on peut faire évoluer les messages dans la ville. Et je me mets à la place de l'Africain dont vous parlez, je comprends bien ça. Mais on peut aussi faire autre chose. On peut aussi créer des statuts nouvelles
d'Africains ou d'Européens qui ont combattu la colonisation, qui ont combattu le racisme, et faire donc d'autres messages sans nécessairement devoir gommer ce qui existe, parce que l'histoire, elle a existé, et on ne peut pas non plus prendre un stabilo-boss et effacer les choses comme si elles n'avaient pas existé, parce que justement, la contextualisation d'une part et la contradiction par d'autres éléments permettent, je crois, de refaire un équilibre dans l'ensemble. Alors, est-ce qu'il faut débulonner, contextualiser? Quelle est votre position? Donc, tout d'abord, moi, je voudrais dire que je suis contente de voir une place à Ixelles, la place Olomba. Ouais. Je trouve ça... Voilà, c'est une étape. C'est vraiment une étape. Donc, à Forêt, nous avons passé en conseil communal une motion, justement, à ce propos-là. Donc, une motion, c'est un texte qui invite à. Qui invite à. Donc, dans ce qui invite à, nous avons l'intention de faire un répertoire de tous les monuments qui existent sur la commune. Et ensuite, d'avoir des discussions avec des associations, avec les citoyens sur le devenir, et c'est que faire de tous ces monuments-là. Donc même démarche, en fait. Comment ? Même genre de démarche aussi, alors. Oui, donc nous avons l'intention, pour éviter que ce racisme ne prenne de l'ampleur, nous avons l'intention vraiment d'en discuter et de voir la meilleure chose à faire de ces monuments sur la commune. Et le travail qui est fait au niveau régional, alors, vous en tenez compte? Moi, dans le texte qu'on a voté, qui a créé la commission, on dit évidemment que le travail de la commission, qui est d'inventaire, de jugement, de contextualisation, doit se faire dans le respect du travail, et fédéral et régional, pour qu'il y ait une harmonie globale, évidemment. Encore un élément là-dessus? Non. Justement, au niveau on parlait des générations, etc. Je pense que si on est une nouvelle génération, et je parle de tous ces jeunes qui ont un lien avec la colonisation parce que leurs ancêtres sont issus de pays qui ont été colonisés et qui maintenant, tout naturellement, sont peut-être en crise identitaire, ont envie de comprendre ce qui s'est passé, ont envie et que peut-être à ce stade-là, c'est peut-être pas suffisant de juste renommer une place, mais d'aller plus loin, et qu'ils ont besoin vraiment d'actes concrets et malgré tout, parfois, je pense que juste contextualiser ou mettre un petit écriteau, parfois il a fait des choses... commis des actes, c'est pas suffisant. Je prends l'exemple du buste du général Storms à Trône, devant lequel je passe très régulièrement, qui avait été mis plein de sang, et finalement je trouvais il était plus beau comme ça que maintenant il est tout nettoyé, tout blanc, tout flambant neuf parmi les autres statues qui semblent presque oubliées parmi ce beau buste. Et voilà, là aussi encore une fois ça m'étonne qu'on ait juste nettoyé comme ça et il n'y a même pas un petit écriteau à côté. Après je me suis renseignée, je sais qu'il y a un projet de le mettre dans l'Africa Museum, mais l'Africa Museum apparemment n'est pas spécialement intéressé, donc là aussi je ne sais pas qu'est-ce qu'il en sera fait. Ça c'est encore un dossier à suivre. Il y a aussi en termes de sensibilisation un projet qui est créé de consacrer les prochaines journées du patrimoine à cette question-là. Donc c'est organisé par la région, avec des discussions évidemment sur ça. Et là, dans cette occasion-là, il y a des visites guidées qui seront peut-être plus explicatives pour pouvoir remettre en perspective. Donc voilà, un dossier à suivre aussi dans les prochaines semaines. On en arrive au thème de la neutralité dans le service public. Alors ça, c'est un dossier sur lequel on a un peu du mal à aboutir. Pour l'instant, il y a des auditions qui se déroulent au Parlement bruxellois. Elles ont commencé cette semaine, et donc c'est la question d'autoriser ou pas le port de signes convictionnels dans la fonction publique. Il n'y avait pas eu d'accord au gouvernement bruxellois là-dessus, et donc le dossier est arrivé au Parlement. Je vous propose de regarder ce reportage de Jean-Christophe Peuzès et Béatrice Proutou. Une première audition en visioconférence. Il y en aura une vingtaine au Parlement bruxellois autour de la question du port des signes convictionnels dans la fonction publique, avec l'espoir d'un débat apaisé. Ce que j'attends, c'est un débat qui puisse susciter l'adhésion de l'ensemble des formations politiques. Et puis on va entendre des experts, des académiques, des gens concernés par cette situation. Et c'est loin d'être gagné. Le gouvernement régional s'est déchiré en juin dernier quand il a décidé de ne pas faire appel d'un jugement à l'encontre de la STIB, condamnée pour discrimination à l'égard d'une femme voilée. Et la question divise encore aujourd'hui dans la majorité, où Écolo veut des avancées sur cette question. On pense que permettre à des personnes qui portent des signes convictionnels d'avoir un boulot dans l'administration, c'est traiter les gens sur pied d'égalité. C'est aussi une certaine idée de la région. En l'occurrence, oui, une idée inclusive de la région, et c'est aussi une idée de la liberté. Des Verts qui s'opposent à Défi, dans la majorité lui aussi, plus proche de l'opposition MR.
il reste partisan d'une interdiction pure et simple des signes convictionnels dans la fonction publique. Pour nous, ce serait évidemment de permettre une vision uniforme qui puisse rassembler autour d'une manière de pratiquer la neutralité des services publics qui soit non discriminatoire, non perçue comme telle par les usagers, mais également par les collègues, pour qu'on n'ait évidemment jamais à se poser la question de savoir au fond quelle est la religion de l'autre. Difficile d'imaginer à ce stade que l'on aboutisse à un consensus sur le sujet. Les discussions doivent se clôturer au mois de juin. Alors, Mariam El Hamidine, est-ce que dans les communes, on attend une réponse comme ça de la région pour voir si on peut autoriser telle personne à avoir tel signe convictionnel au guichet, par exemple, de la commune? On sait que Schaerbeek, Molenbeek notamment, avaient lancé des groupes de travail là-dessus. Chez vous, comment ça se passe? Donc, ce que je veux dire, c'est que ça fait des années qu'on discute de ça. Oui. Ça fait des années que le sujet revient sur la table. Il est temps. Il est temps. Il faut le trancher. Il est temps de trancher. Et en fait, je me dis, au-delà des signes convictionnels, au-delà d'un foulard, au-delà d'une kippa, voyons les compétences de la personne. Voyons le diplôme qu'elle a. Voyons le métier qu'elle porte dans ses mains. Et c'est ça plutôt qu'il faut voir, plutôt qu'un signe. Donc, il y a des personnes qui sont discriminées par rapport à ça, qui n'arrivent pas à trouver du travail. Et ça, je trouve ça bien dommage. Vraiment bien dommage. Donc au niveau de la commune de Forêt, il y a un groupe de travail diversité qui a été initié en début de législature avec du personnel communal, avec Actiris, et nous discutons de différentes choses et le sujet des signes convictionnels a été amené sur la table. Mais il n'y a pas encore de décision. Il n'y a pas encore de décision, il y a un règlement d'ordre intérieur comme dans chaque commune. Mais il n'y a encore aucune décision à ce stade-ci. Mais je le dis vraiment, moi je préfère qu'on parle de compétences et qu'on arrête de regarder les gens par rapport à un foulard ou par rapport à une kippa. Voilà. Vincent De Waal, vous pensez que le Parlement pourra aboutir là où le gouvernement n'a pas réussi à se mettre d'accord? Vous comprendrez que je dois quand même dire que ce gouvernement est de plus en plus paralysé. C'est clair, chaque fois qu'il y a un sujet un peu difficile, on se dispute au gouvernement, on claque la porte, on interrompt, on revient, puis après on n'en sort pas, on envoie au Parlement. C'est le cas pour l'étourdissement avant l'abattage rituel, c'est le cas ici pour les signes convictionnels, c'est le cas pour plein de sujets. Ce gouvernement ne fonctionne pas. C'est un autre sujet. Par contre, sur un dossier aussi important que celui-là, ça vaut peut-être la peine d'avoir un débat parlementaire. C'est le sens du Parlement. Ah, mais c'est pas parce que le gouvernement s'entend que ça empêche le débat parlementaire. Mais ici, c'est un débat parlementaire qui a lieu par défaut d'accord au gouvernement. Il n'y a même pas de position du gouvernement. Donc on dit, débarrassez-vous du dossier au Parlement. Et alors, il y a des interventions à gauche, à droite, on compte les voix, etc. Bon, en tout cas, nous, on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir été clair. Moi, comme chef de groupe, à 2 reprises, j'ai déposé, comme on l'a fait dans l'ensemble des parlements, des textes interdisant les signes convictionnels ostentatoires, donc pas la petite croix, pas un bijou, etc., mais vraiment un signe ostentatoire de conviction philosophique, religieuse ou politique. Parce qu'il faut aller au-delà, il ne faut pas parler que du religieux. Et moi, je pense qu'on sait quand même que dans notre civilisation européenne, les grands problèmes de massacres, de difficultés ont été liés au mélange entre la religion et le pouvoir politique. On ne peut plus mélanger le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et donc, la suite de ça, c'est que comme on sépare les églises et l'État, eh bien, quand on exerce un pouvoir public comme fonctionnaire, eh bien, on ne peut pas afficher ses opinions religieuses, syndicales, politiques, parce que ça peut mettre à l'aise ou mal à l'aise le citoyen. C'est surtout le deuxième cas qui pose problème. Le citoyen qui vient se confier, qui est en détresse, qui demande de l'aide, qui demande un conseil, et quelqu'un qui ne parle pas bien la langue. Tranché avant les auditions. Pour le MR, les choses sont très claires. Mais nous estimons qu'il faut respecter la règle de la séparation de ce qui est le religieux, le politique ou le convictionnel personnel et l'exercice d'une fonction publique. Ça nous paraît naturel. Alors, nos jeunes regards là-dessus. Qu'est-ce que vous dites, Mathilde? Tout d'abord, j'ai été le premier expert qui est intervenu hier, donc c'était M. Slembrooks,
il a clairement fait un plaidoyer pour la neutralité absolue. J'ai été un peu déçue parce que pour moi, le message que ça renvoie, c'est que ça annonce un peu la couleur déjà d'avance, même si je me doute qu'il y aura d'autres experts avec d'autres points de vue par après. Pour moi, la neutralité absolue, c'est une neutralité exclusive, c'est-à-dire qu'elle va exclure une minorité de la société. Pour moi, il faut vraiment distinguer la neutralité dans ses actes, dans le service qu'on va fournir et la neutralité visible. Et quand justement je vois que le premier expert dit que lorsqu'on n'est pas prêt à retirer sa kippa ou à retirer le hijab qu'une femme aurait décidé de porter, fait de nous qu'on n'est pas apte à servir la fonction publique, donc on ne serait pas apte à conduire un bus ou à accompagner quelqu'un dans ses démarches administratives à la commune, je trouve que c'est très grave, surtout dans la société multiculturelle qu'on est aujourd'hui. Et je pense que justement le service public devrait être le reflet de la société multiculturelle qu'on est aujourd'hui. Et même nous, en tant que jeunes, on a parfois l'impression que c'est les vieux politiques qui se prennent de ce débat, alors que finalement c'est surtout chez les jeunes que la mixité a lieu. On est ensemble aux études, on est ensemble, on est amis. Et voilà, et le fait de me dire que je suis étudiante en droit et que j'ai des amis dans mon auditoire qui portent le hijab et me dire que malheureusement on pourra potentiellement pas être collègues au barreau, ça m'attriste parce que parfois elles sont bien plus intelligentes que moi. Et on sait tous aussi qu'on parle de la neutralité de manière générale, et donc en apparence neutre, mais dans les faits, ça va toucher des personnes cibles très spécifiques. Et c'est extrêmement dérangeant en 2022, je trouve. On sent le plaidoyer de la future avocate. Là, on est sur un argumentaire. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Alors, de base, j'avais un avis, mais je me rends compte que le sujet est très, très épineux. Donc, je préfère prendre des distances et revenir quand je serai plus informé. Voilà, c'est aussi une grande sagesse. Donc, vous allez suivre les auditions alors pour forger votre avis. Sur ce point encore, rapidement, chacun doit voter en son âme et conscience ou il faut suivre un mot d'ordre de parti? Oui, c'est rouge. Bon, monsieur De Wolf, si vous avez la réponse, le temps de la réflexion. Je voulais simplement réagir très brièvement sur ce que notre estimée débattrice a dit. Je crois qu'il ne faut pas mélanger. Moi, j'ai 3 filles qui ont à peu près votre âge, ou un peu moins. Et donc, évidemment que la réalité sociologique d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier ou d'avant-hier, bien sûr. Mais il ne faut pas se tromper de débat. Ce n'est pas parce qu'on a des amis qui sont de telle ou telle confession que du coup, il faut changer d'attitude sur les valeurs fondamentales. Il y a des milliers de gens qui sont morts pour qu'on puisse vivre sa conviction intérieure. Et je me battrai aussi toujours pour ça. Mais on n'a pas le droit, quand on exerce une fonction publique, de l'imposer aux autres. C'est ça le débat et ça n'a rien à voir avec l'amitié. Pour moi, effectivement, ce sont des choses où le parti peut laisser une liberté de choix. La règle, c'est que quand ça touche à la conscience, à des valeurs personnelles, on a le droit d'avoir une liberté de vote. Je pense que dans mon parti, parce que moi j'ai présidé avec Daniel Baclin et puis avec Denis Ducarme des travaux de réflexion longs, on a fait des auditions comme on le fait au Parlement, on était arrivé à un très très large consensus dans notre parti qui était respect de toutes les religions, respect de toutes les convictions, défense et financement des cultes, mais dans l'exercice de la fonction publique, neutralité. Et alors, chez Écolo, il faut voter en son âme et conscience ou il faut suivre un mot d'ordre de parti sur cette question-là? Je pense que quand on vote aussi en âme et conscience. Voilà. Chacun son point de vue. Allez, on enchaîne avec les têtes d'affiche qui vous sont destinées. La première, c'est Waterbeek qui annonce que les adolescents bruxellois pourront recevoir une dose de booster en Flandre. Ensuite, Paul Magnette et sa fameuse petite phrase sur l'e-commerce à supprimer. Et puis finalement, c'est pas ça, mais quand même. Et puis Salah Abdeslam qu'on a pu entendre au procès de Paris sur les attentats. Et enfin, Arnaud qui est remonté sur scène le week-end dernier. Qui est-ce que vous choisissez? Eh bien, Arnaud. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup été émue quand il a chanté. Je trouvais que c'était très fort de le voir là. Je trouve qu'il a des chansons quand même, des belles chansons, des chansons qui parlent. Voilà, je dirais Arnaud parce qu'il y a 4 jours,
Je l'ai entendu. Voilà, il était le week-end dernier sur scène, malgré sa maladie qui l'affaiblit fort. On termine rapidement, il nous reste vraiment 2 minutes avec le thème des prisons. Les prisons de Saint-Gilles et de Forêt, les 2 communes se sont positionnées récemment en disant « Attention, fédéral, région, parlez-vous, il faut qu'on avance sur l'avenir de ces prisons ». Et puis lundi, le ministre de la Justice disait que Saint-Gilles serait utilisé partiellement jusque 2024, malgré la prochaine ouverture de Harren. Alors, est-ce que ce n'est pas un premier pas vers le maintien de Saint-Gilles qu'on devait désaffecter ? Eh bien, c'est la question qu'on a posée à Charles Piquet. On l'écoute. J'ai aucune garantie parce que il faut savoir quand même que depuis le début, un certain nombre de magistrats, d'avocats, etc., parlent de l'intérêt d'avoir une prison à proximité du palais de justice. Deuxièmement, il y a la surpopulation qui risque quand même d'augmenter encore pour l'ensemble des prisons. Le fédéral n'a pas vraiment été non plus très clair sur ses intentions. Et puis il y a aussi la valeur du terrain que le fédéral revendique, évidemment. Hein. Voilà, alors ces prisons, est-ce que c'est un changement de cap à Forêt, sur le territoire de Forêt, notamment Berkendal, où on dit qu'elle deviendra une maison d'arrêt. Surprise ou pas ? Donc, à ce jour, on ne sait pas quel sera le devenir de ces... À long terme, mais à court terme, moyen terme. À court terme, nous, on aimerait bien qu'il y ait des projets concrets et pourquoi pas un petit musée de l'incarcération. Voilà. Alors, est-ce qu'on doit garder Harren et puis quand même les autres prisons en transition ou pas ? Pour moi, les 2 prisons bruxelloises que j'ai bien connues comme avocat et que j'ai fréquenté en visitant des personnes il y a longtemps sont quand même quasi insalubres. L'un de vos prédécesseurs à Forêt et aussi Charles avait pris des décisions de fermeture, etc. Je crois que ce n'est pas digne de conserver ces bâtiments. Maintenant, ce qui n'est pas digne non plus, c'est que quand on a une peine de prison de 3 ans ferme ou moins, il faut quand même déjà y aller pendant 3 ans ferme, on n'est plus incarcéré du tout. Et donc, il y a une surpopulation dans les prisons qui fait que peut-être il faut prévoir un espace-temps entre le plein fonctionnement de Harren et un dégorgement de la population pénitentiaire pour alors fermer et remplacer ces bâtiments. Ça, c'est mon point de vue. Alors, on va donner le mot de la fin à Mathilde sur cette question-là. Juste un petit mot en tant qu'étudiante en droit et à finalité pénale. Nous, dans nos cours de droit pénal, ce qu'on n'arrête pas de nous dire, c'est que la prison et l'incarcération n'est pas la solution à la criminalité et à la sécurité dans la société, et que rajouter encore des places en prison sur le long terme, c'est pas ça qui va améliorer la sécurité en Belgique, qu'il y a plein de peines alternatives qui sont possibles, et donc c'est ce qu'on apprend dans nos cours, mais que malheureusement quand on va voir dans les faits et dans nos casus, on voit que beaucoup trop de juges sont encore beaucoup trop enclins à prononcer la peine de prison. Très bien, ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 4 d'être venus sur ce plateau et d'avoir échangé. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est donc terminée. Je vous souhaite un bon week-end et la semaine prochaine, vous retrouverez Jean-Jacques Deleu.